ben, tranquille, hein, donc. Mais- Bonjour, bienvenue dans ce premier séminaire exceptionnel de la semaine. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Delahaye, qui est un des co-directeurs de la thèse de Thomas. Et donc, je laisse Thomas donner plus de détails sur Benoît, et ensuite, ce sera à toi d'occuper l'espace. Bonjour tout le monde. Voilà, on accueille Benoît Delahaye qui nous vient de Nantes et qui co-dirige ma thèse, qui est là pour la semaine et qui aujourd'hui va nous parler de modélisation et vérification de modèles appliqués à ce qu'on fait à l'écologie. Et je te laisse la parole. Bien. Merci. Merci de m'accueillir ici avec cette météo fantastique du Sud. Ça ne me change pas trop de Nantes. Avec plaisir. Un peu taquin. C'est très beau. Parce que j'avais pas pris mon manteau et du coup, ça me... un peu. Alors, si j'arrive à passer mes slides, parce que... Donc, du coup, qui suis-je? Alors, Benoît Delahaye, je suis professeur en informatique en section 27, Nantes Université, dans un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Et donc, je ne suis pas du tout écologue. Je suis informaticien théorique, donc ça se rapproche un peu des maths. Je suis co-directeur de la thèse de Thomas. Et comme vous le savez peut-être, Thomas, il fait sa thèse dans un GDR qui s'appelle Homer. C'est une thèse interdisciplinaire, et donc qui est co-encadrée par Sophie Lanco ici, et par moi en informatique à Nantes. Le but de sa thèse, c'est la mise à l'échelle populationnelle de jumeaux numériques individus centrés des oiseaux marins. Et en gros, de mon point de vue, c'est faire des modèles et analyser des modèles sur les trajectoires d'oiseaux. Voilà. Donc, mon domaine de recherche à moi, côté informatique, c'est la modélisation et la vérification formelle de modèles. Donc, c'est vraiment de la théorie, faire de l'algèbre des modèles, mais en l'appliquant à des thématiques en santé, en écologie, à l'environnement en général. Et pour ça, je suis responsable d'une équipe de recherche au LS2N qui s'appelle Vélo, c'est vérification pour l'environnement et le logiciel. Vérification, c'est un domaine de recherche en informatique qui est modélisation, analyse de modèles. Et donc, pour présenter ce modèle, ce domaine de manière un peu plus générale, alors j'ai des slides en français, j'ai des slides en anglais, c'est parce que je les ai fait hier dans le train, bien sûr. Le domaine dans lequel je me trouve, c'est un domaine qui est vraiment au centre de, on va dire, la démarche scientifique en général. Cette démarche scientifique, c'est vraiment d'étudier un problème général en utilisant comme proxy un modèle. Le modèle, c'est la représentation théorique du système qu'on essaye d'étudier et qui nous permet ensuite de déterminer des solutions. Et donc, moi, mon domaine de recherche, c'est vraiment au milieu ici. C'est comment est-ce qu'on fabrique ces modèles, donc quelle théorie on utilise pour écrire ces modèles. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut les combiner, les étudier, les analyser, les simuler? Voilà, tout ce qu'on peut faire autour des modèles pour réussir à obtenir les solutions qu'on cherchait. Il y a deux domaines à l'intérieur de ce domaine qui sont la modélisation. Et donc, ce qu'on appelle la modélisation, c'est l'art de construire les modèles, donc définir des langages mathématiques, des formalismes, où on se préoccupe de l'expressivité, quels sont les détails qu'on peut mettre à l'intérieur des modèles qu'on fabrique. D'abstraction, comment est-ce qu'on peut réduire la taille des modèles quand ils sont trop gros pour pouvoir les analyser. La combinaison, la manipulation de modèles, comment est-ce qu'on les combine, comment est-ce qu'on peut fabriquer des gros modèles à partir de plus petits modèles. Et puis le deuxième axe, c'est la vérification. Donc là, c'est plutôt la partie analyse des modèles. Donc, en gros, la modélisation, c'est ce qui se passe à gauche ici, et la vérification, c'est ce qui se passe à droite. Et donc, quand on fait de la vérification, on essaye d'écrire des algos pour automatiquement être capable de trouver les réponses aux questions qu'on se pose. Et là, on se préoccupe plutôt d'efficacité, de complexité des algorithmes qu'on fait et, si possible, d'avoir des informations pertinentes en retour, même lorsque les réponses sont négatives. C'est ce qu'on appelle le diagnostic. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Je vais vous parler d'une technique qui s'appelle model checking, qui est une technique qui a été l'objet d'un Turing Award. Turing Award, c'est le prix Nobel en informatique. Donc en 2007, je crois, par trois personnes. Et cette technique, c'est une technique automatique qui permet de prouver des propriétés sur les systèmes qu'on étudie à l'aide de modèles. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on veut une technique automatique, donc on va être capable d'écrire un algorithme général, qui va marcher dans tous les cas. Pour prouver, alors prouver, c'est un mot mathématique qui veut dire qu'on veut des garanties formelles
pardon, qu'on veut, si on n'a pas des garanties formelles et des vraies preuves mathématiques, au moins d'avoir des garanties en termes de précision et de taux d'erreur de ce qu'on essaye de prouver. On veut prouver des propriétés, et ces propriétés, ça ne peut pas être n'importe quoi. Si on veut le faire automatiquement, il faut qu'elles soient aussi exprimées dans des langages qui sont compris par les ordinateurs, et il faut qu'elles représentent des choses qui soient cohérentes avec les modèles qu'on fait. Donc en général, ce qu'on considère en informatique comme propriétés, c'est des propriétés de comportement. Donc c'est des choses assez dynamiques, et ça peut être des propriétés qualitatives. Donc dans ce cas-là, la réponse, ça va être oui ou non. Ou des propriétés quantitatives, on va essayer de mesurer des quantités. Ce que j'appelle système dans cette phrase, c'est l'objet d'étude. Donc c'est quelque chose de, voilà, de concret. En général, en informatique, les choses qu'on étudie le plus classiquement, c'est des logiciels. Mais il y a aussi des gens qui travaillent plutôt sur de l'électronique ou sur de l'automatique, et assez peu finalement qui appliquent les théories qu'on développe à d'autres sciences, comme en physique, en biologie ou en écologie. Et puis le dernier mot, c'est le mot le plus important pour moi, c'est modèle. Donc c'est l'objet abstrait qui permet de représenter ce système qu'on veut étudier. Et ces modèles, ils peuvent avoir plein de formes, mais c'est des formes qui doivent être assez formelles. Et donc ça peut être un programme. Un programme, c'est quelque chose qu'on peut interpréter automatiquement avec un ordinateur. Ça peut être des objets algébriques qu'on utilise en informatique, qui sont des automates, et je vais vous en montrer un juste après. Ou ça peut être aussi des systèmes d'équations différentielles si on peut modéliser avec ce genre de choses. Donc, comme je disais, hein, en informatique, alors bon, je suis désolé, mes slides ne sont pas très bien passés. Les automates, c'est un objet qui permet de représenter des comportements. On va avoir des états et des transitions, et donc notre système qu'on étudie, il passe par plusieurs états, et ce changement d'état, il est dicté par des transitions qui peuvent être faites avec une interaction avec leur environnement. Mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des langages dédiés, donc là, ça peut être un langage de programmation, ça peut être des langages plus mathématiques, comme des algèbres de processus, des choses comme ça. Et dans ces modèles, on peut mettre plein de choses. On peut mettre des quantités réelles, telles que des coûts de l'énergie, par exemple. On peut mettre du temps, donc on peut parler de comportement temporel, où on va avoir une espèce d'horloge qui évolue de manière continue et qui va nous permettre de mesurer le temps qui passe. On peut mettre des probabilités lorsqu'on a des incertitudes. On peut faire des modèles discrets comme des modèles continus, et puis on peut faire aussi des modèles hybrides où on a des variables quantitatives dont l'évolution est dictée par des équations différentielles. Ça, c'est la partie vraiment très formelle des modèles, mais on peut aussi considérer comme modèle, comme je l'ai dit, des langages de programmation, donc un programme écrit, par exemple, là, c'est un programme en Python, ou aussi des systèmes d'équations différentielles. Et dans ce cas-là, on va avoir plusieurs façons de les analyser. Soit on va les analyser de manière mathématique, et ça, c'est plutôt les mathématiciens qui le font, soit on va les analyser de manière informatique, et ça, c'est plutôt les informaticiens qui le font avec nos techniques de vérification. Les propriétés qu'on considère, donc comme on a des modèles qui représentent le comportement des systèmes, donc c'est quelque chose de dynamique. Les propriétés qu'on considère, en général, c'est quelque chose de dynamique. Donc il y a un aspect temporel, un aspect déroulé du temps lors de la simulation, l'exécution de nos modèles. Donc on peut considérer des propriétés linéaires. Donc si par exemple je sais pas, on étudie une trajectoire d'oiseau marin, ben, on a la trajectoire qui se déplace dans l'espace et dans le temps. Et donc une propriété sur les traces, une propriété linéaire, ça va être de dire l'oiseau se repose 10 fois sur une trajectoire de je sais pas quelle durée. Là c'est un exemple que j'avais fait pour des écologues marins qui travaillaient sur des méduses. Donc ils mesuraient l'évolution de la taille des méduses dans le temps. Donc, la taille d'une méduse est toujours plus petite que quelque chose lors de son évolution. On peut avoir des propriétés un peu plus compliquées, donc ils ne vont pas parler d'un seul comportement, mais d'un ensemble de comportements. C'est ce qu'on appelle les propriétés de branchement. Donc, quoi qu'il se passe en termes de nourriture, de quantité de nourriture dans l'eau, la méduse va grossir. Et puis, on peut rajouter dans ces propriétés plein de détails, tels que les probas, des valeurs quantitatives, du temps. Et la plupart du temps, lorsqu'on veut faire des choses formelles, il faut que ces propriétés soient exprimées avec un langage formel. Et donc, on a des langages qui nous permettent de décrire ces propriétés pour qu'elles soient interprétables par un ordinateur. Ça, c'est la plupart du temps, mais pour certaines techniques, comme celle que je vais présenter juste après, qui est une technique statistique, on peut utiliser ce qu'on appelle un oracle, et c'est quelque chose qu'on va programmer nous à côté,
qui va être capable de dire si oui ou non, lorsqu'on observe le comportement, il satisfait la propriété qu'on veut ou pas. Et donc là, c'est à la discrétion du modélisateur, en fait, d'écrire cette propriété de manière à ce qu'elle soit décidable, compréhensible par l'ordinateur. Donc cette technique, le modèle checking statistique, je la présente parce que c'est quelque chose qui ne demande pas de compréhension formelle de comment ça fonctionne pour l'utiliser. Et donc c'est quelque chose qui est utilisable dans toutes les sciences, en fait. Le modèle checking statistique, c'est une technique qui permet d'estimer la probabilité avec laquelle un modèle satisfait une propriété donnée par un oracle et qui permet de garantir une précision et un taux d'erreur de la mesure qu'on est en train de faire. Et c'est quelque chose qui est basé sur les simulations. Donc en entrée, en fait, le modèle, alors l'entrée, elle est en bas ici. Le modèle qu'on va prendre, c'est un modèle exécutable. Donc ça peut être un programme, mais ça peut être aussi un système d'équations différentielles, ça peut être une IA, un réseau de neurones, qui génère des traces de notre système. Et en fait, on va utiliser les traces qui sont générées par un simulateur. Alors le simulateur, soit il fait partie du modèle checking statistique, si c'est quelque chose qu'on sait faire nous en informatique, soit c'est directement le modélisateur qui génère les traces. Et avec ces traces, en fait, on va utiliser notre oracle pour décider si chacune des traces satisfait la propriété qu'on a énumérée au départ. Alors cette propriété, c'est ce que j'ai mis en bas à droite ici. Ça peut être un nuage de points, et on peut dire je veux que ma trace elle reste dans mon nuage de points pour savoir si le modèle que j'ai fait correspond aux données que j'ai mesurées en pratique. Et donc chaque trace qu'on va produire va être comparée au nuage de points, et on va dire oui ou non. Et en fonction du nombre de traces qu'on a fait, on va en refaire d'autres ou pas, continuer, et mesurer statistiquement une adéquation entre le modèle qu'on avait et le nuage de points qu'on avait rentré aussi. Ça, normalement, vous connaissez tous Monte Carlo. C'est basé, entre autres, sur Monte Carlo pour calculer la probabilité avec laquelle on fait un estimateur de la mesure de l'ensemble des traces du modèle qui rentrent dans le nuage de points en utilisant Monte Carlo, par exemple. Voilà, et donc cette boîte noire-là, qui est le modèle checking statistique, on lui donne en entrée le modèle, on lui donne en entrée le nuage de points, et ça nous donne une probabilité. La probabilité que le modèle que j'ai utilisé rentre dans mon nuage de points. Cette technique-là, nous, on en a fait un outil qu'on est en train d'essayer de professionnaliser un peu pour qu'il soit utilisable par n'importe qui, pour faire ce genre de choses sur des systèmes d'équations différentielles. Lorsque le modèle est représenté par des systèmes d'équations différentielles, on va bientôt avoir un outil informatique qui permet de faire ce genre de choses. En pratique, on l'utilise pour deux choses. Nous, on l'utilise pour deux choses, mais j'imagine que ça peut être utilisé pour plus que ça. On l'utilise soit pour valider un modèle en termes de sensibilité ou de variabilité. Donc, si on a un modèle qui est probabiliste ou si on a un modèle qui est déterministe sans probabilité, on va essayer de faire varier ces paramètres un petit peu en utilisant des probabilités. Je ne sais pas pourquoi ça pour générer des traces et mesurer l'adéquation du modèle avec le nuage de points ou la propriété qu'on a rentrée. Et donc, ça permet de certifier le modèle par rapport à cette propriété. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon, dans laquelle je vais donner un peu plus de détails après, c'est pour la paramétrisation. Si on a un modèle paramétrique, on va tester le modèle avec plein de valeurs de paramètres différentes qui vont nous donner des mesures d'adéquation différentes et ça va nous permettre de sélectionner les valeurs de paramètres qui marchent le mieux, qui font que notre modèle satisfait au mieux la propriété. Voilà, je ne vais pas donner beaucoup plus de détails théoriques parce que j'imagine que ce n'est pas votre monde et que ce n'est pas forcément hyper compréhensible pour vous. Je vais vous donner des exemples de comment on l'a appliqué en pratique. Alors, cette technique et d'autres techniques. Donc, la paramétrisation automatique, c'est quelque chose qu'on a fait dans deux contextes, plus que ça, mais qu'on a publié dans deux contextes. Le premier, c'était il y a un petit moment, c'est un article de Scientific Reports qu'on a fait avec des écologues marins de Villefranche-sur-Mer sur le modèle de méduse dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ils avaient un modèle de méduse basé sur des équadifs avec des mesures faites dans la Méditerranée. Dans ce modèle, il y avait des paramètres dont on ne connaissait pas les valeurs, d'autres paramètres qui étaient fixés par rapport à la littérature. Et donc, on a, dans un premier temps, écrit un programme Python qui permettait de simuler ce modèle. Et on l'a comparé aux données qu'ils avaient relevées en Méditerranée. Donc là, on a des données temporelles en bas à droite ici. Et ce qu'on voit, c'est les courbes qu'on obtient avec le modèle, là en rouge, comparées aux nuages de points qui étaient les observations in situ. Et donc, à chaque courbe, on pouvait donner un score qui était... Alors là, ici, on a mesuré le nombre de fois qu'on sortait du nuage de points.
ce qui nous a permis de sélectionner les valeurs des paramètres qui garantissaient la meilleure adéquation. Donc ça, c'est des figures qui étaient dans le papier, hein. Donc celle en haut à gauche là, qui présente vraiment comment fonctionne le modèle checking statistique. Donc on a pas que du Monte Carlo, on a plusieurs techniques qui sont mises dedans, mais on a notre programme Python ici qui nous permet de générer des traces. Ces traces, on les fait avec des valeurs de paramètres, mais qui ne sont pas fixes. Donc on prend des valeurs de paramètres aléatoires autour d'un centre qui permettent de représenter la variabilité entre les différents individus des méduses. Avec cette variabilité, donc, on obtient un certain nombre de traces. Chaque trace est comparée au nuage de points et en fonction du résultat, soit elles sont bonnes, soit elles sont mauvaises. Ça nous permet de calculer un score d'adéquation. Bon, ici, c'est un petit peu plus technique sur comment on fait pour calculer le score d'adéquation et puis comment on fait pour optimiser aussi l'exécution qui peut être un peu longue. Mais dans tous les cas, à partir de ça, on est capable de sortir non seulement ici une estimation des valeurs optimales des paramètres par rapport aux données qu'on avait mesurées, mais aussi, en plus de ça, comme on fait varier toutes les valeurs de paramètres, un corrélogramme qui permet de dire quelles sont les valeurs de paramètres qui sont impactantes par rapport à ce score et comment elles se comportent les unes envers les autres. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc ça, c'était la première utilisation qu'on a fait du SMC en écologie marine. C'était quelque chose d'assez nouveau à ce moment-là, et donc on l'a raffiné un petit peu pour en faire quelque chose d'un peu plus automatique, et là cette fois-ci on l'a appliqué à l'écologie forestière. Donc ça c'est un article qui est sorti dans Ecological Complexity, je crois. C'est marrant que l'affichage n'est pas le même ici que sur mon écran. Bon, moi on voit bien les noms des gens. Dans ce cadre-là, on a fait un truc un petit peu plus compliqué parce qu'on avait beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de valeurs possibles des paramètres. Et on représentait un système un peu plus complexe en le sens que on étudiait donc la croissance de parcelles de forêt en Guyane, dans un centre où ils ont fait des mesures depuis 40 ans. Mais la difficulté, c'est qu'on avait plusieurs parcelles de forêt. Donc plusieurs parcelles de forêt avec des mesures donc un petit peu différentes en fonction des conditions, du contexte de ces parcelles. Et là, ce qu'on essayait de trouver, c'est des valeurs de paramètres de notre modèle pour qu'on soit bon sur toutes les parcelles à la fois. Là, c'est un truc d'un peu plus compliqué, mais bon, voilà, on a réussi. Donc, on avait un système d'équations différentielles, des conditions initiales qui étaient différentes dans chacune des parcelles, avec nos paramètres ici. On simulait avec une méthode d'intégration normale, on obtenait des traces. Comme pour les méduses, on compare ces traces avec nos nuages de points. Si on est trop loin des nuages de points, c'est mauvais. Si on est proche, c'est bon. Et ensuite, on allait essayer de chercher une zone dans les valeurs de paramètres qui soit pas trop mauvaise pour toutes les parcelles à la fois. Et donc, pas la zone optimale pour chacune des parcelles séparément. Voilà, donc on l'a fait. Ça marchait plutôt bien. Et à partir de ça, on a été capable d'étudier, bon, ça c'est quelque chose d'un petit peu plus théorique parce qu'il n'y avait pas d'application pratique en tête, mais d'étudier la résilience de la forêt par rapport aux coupes. Dans les parcelles qu'ils avaient ici, c'était des parcelles où il y avait eu des coupes qui avaient été faites il y a 40 ans. Donc, on mesurait la repousse de la forêt après des coupes. Et du coup, ça nous permet d'étudier, en couplant notre modèle avec un processus qui remet à zéro les conditions initiales de temps en temps, la résilience de la forêt quand on fait des coupes en fonction de l'intensité de ces coupes. Donc, d'être capable de dire aux politiciens, si vous exploitez la forêt tous les 10 ans avec telle intensité, elle est capable de se remettre, alors que si vous allez un peu plus loin, elle sera plus capable de se remettre. Ça, c'est ce qu'on voit dans les courbes qui sont à droite ici. Voilà, donc pour le modèle checking statistique qui permet de faire de la paramétrisation de modèles. Je voulais vous présenter une deuxième technique qui est peut-être un peu plus en lien avec la thèse de Thomas, parce qu'on va l'utiliser dans ce contexte-là. C'est une technique de validation de modèles qui utilise un objet qui s'appelle le Datascape, qu'on a développé avec un de mes doctorants qui a fini l'année dernière. Qui permet de représenter fidèlement des grands ensembles de données multidimensionnelles et hétérogènes. Donc c'est un objet théorique, le Datascape, qu'on fabrique à partir d'un grand ensemble de données, où on va essayer de représenter dans l'espace, en dimension importante, les données qu'on a mesurées en préservant autant qu'on peut la topologie de l'ensemble des données mesurées. C'est-à-dire qu'on ne veut pas représenter l'ensemble des données comme un gros cube où il y a toutes les données, mais plutôt comme
eh ben, un espace où il y a des trous, il y a des zones plus denses que d'autres, il y a des choses. Pour faire ça, on s'est inspiré un petit peu des méthodes UMAP notamment. On représente les données par un graphe des plus proches voisins. On fixe un paramètre K qui dit on prend les plus proches voisins de chacun des points. Ça nous permet de définir un graphe. Et on va adosser à ce graphe un ensemble d'enveloppes convexes qui permettent de représenter la variabilité et l'espace autour. Donc ça nous permet d'obtenir un objet qui a des propriétés topologiques qui sont en théorie, et c'est prouvé, proches de l'ensemble qu'on a échantillonné et qu'on peut ensuite utiliser pour éventuellement valider les modèles. Mais avant ça, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Donc une fois qu'on a fabriqué cet objet, on est capable de mesurer des distances. Si on a des points qui sont ici et ici, en fait, la distance entre ces points, c'est pas la distance euclidienne qui dit on va tout droit, parce que il y a un ensemble, il y a un trou au milieu, il y a des données qui sont pas cohérentes. Donc du coup, la distance la plus proche entre deux points, ça va être une géodésique qui passe par les points à l'extérieur, comme ça, pour faire le tour ici de la zone creuse. Voilà, on est capable de mesurer les points extrêmes de l'espace pour savoir où s'arrêtent les bornes de ce qu'on a fait. Voilà. Cet objet, donc, on peut l'utiliser, comme je disais, pour. Alors, je peux vous montrer un exemple d'abord. On l'a appliqué sur des données Tara Océan. Donc, c'est les données qui ont été mesurées pendant la première campagne et donc qui donnaient des données un petit peu partout sur le globe. On a représenté le datascape à gauche ici, une projection en 2D du datascape, parce que le datascape, il a été fait sur, il me semble, 8 paramètres qui sont la température, le nitrate, concentration en fer, oxygène, salinité. Donc voilà, c'est là. On l'a utilisé avec un nombre de voisins de 10. Et donc, on obtient la projection qui est ici, où on a les points qui sont projetés dans l'espace, et on observe bien que les points qu'on avait qui correspondent aux deux pôles, donc Antarctique, Arctique, ils sont dans la même zone du datascape, parce qu'on a des choses qui sont similaires d'un point de vue des données. On a des points, les oranges et les verts, là, donc Pacifique Est, et puis Océan Indien et Atlantique Sud, qui sont aussi assez proches dans le datascape. On a des points qui sont la Méditerranée, qui sont complètement séparés des autres. Donc on a des choses qui sont assez cohérentes par rapport à ce qu'on imagine de ce que ça devrait être. On ne l'a pas utilisé en pratique pour faire des choses pour l'instant, mais en tout cas, on est capable de les représenter et de les analyser. À partir de ça, on peut calculer quelle est, alors là, c'est ce qui est représenté, non, c'est peut-être pas ce qui est représenté ici, mais on peut calculer des géodésiques. Donc, quel est le chemin le plus court dans l'espace des données pour passer d'un point qui est ici à un point qui est là. Et donc là, on va voir que c'est très très proche. Donc, on passe directement. On a des choses qui sont très proches. Un deuxième cas d'étude, c'était en santé. Donc, la thèse, elle a été faite avec une entreprise, c'est une thèse CIFRE, qui fait de la santé personnalisée, donc ils sont intéressés par les données de santé. Donc on l'a fait sur un cas d'étude dans lequel on étudie les données de patients qui sont admis en réanimation dans un hôpital, en soins intensifs et en cardiologie. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'issue du patient. Donc, est-ce que le patient survit ou est-ce qu'il décède? Et de voir la trajectoire qu'ils font à l'intérieur de cet espace de données. Donc là, on avait aussi un datascape avec une dizaine de dimensions. Et d'utiliser ça pour faire un score de risque, par exemple, pour un patient qui rentre à l'hôpital. Donc là, j'ai pas mis tous les graphes, mais on peut calculer des géodésiques aussi entre le moment où le patient est rentré aux urgences et puis le moment où il en est sorti. Et on voit pas très bien ici parce que notre projection n'est pas très belle, mais on voit quand même assez bien que c'est polarisé. On a en haut à gauche ici plutôt les patients qui vont décéder, puis en bas à droite plutôt les patients qui vont survivre. Et quand on regarde les géodésiques, on voit très bien qu'un patient qui va décéder, il reste tout le temps dans le cadran en haut à gauche, et un patient qui va survivre, il reste tout le temps dans le cadran en bas à droite. Voilà. Donc si on veut utiliser ça pour faire de la validation de modèles, c'est ce qu'on veut faire dans la thèse de Thomas. On va utiliser les données qui sont récoltées in situ pour fabriquer un datascape. Donc, ça nous permet d'avoir une connaissance de la topologie de l'ensemble des données avec leurs dimensions qui correspondent à la réalité. On va utiliser un modèle probablement issu de l'IA pour générer des données par rapport à ce qu'on en a compris. Et pour valider le modèle, on va essayer de faire une comparaison formelle.
des deux datascapes. Donc, plutôt que juste de faire des statistiques sur les données, on va prendre les datascapes et on va les comparer avec des distances entre graphes, des notions de couverture, aller mesurer les volumes de certaines zones du graphe, faire des correspondances point à point, etc., etc. Et donc, en comparant ces deux modèles de manière formelle, on obtient des scores qui ont un sens et qui sont explicables par rapport à la validation du modèle. C'est quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui, on est en train d'en parler et d'y réfléchir. Mais ce genre d'approche, donc on peut l'utiliser dans le cadre de la thèse de Thomas, mais on l'utilise aussi dans d'autres cadres pour essayer de comparer des zones de la Méditerranée, par exemple, avec les Boergos, une postdoctorante qui est en train de travailler sur ça actuellement. Voilà. Et la troisième approche que je voulais vous présenter, qui est peut-être un peu plus loin de la thèse de Thomas, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est d'être capable d'analyser formellement, en utilisant des méthodes informatiques, des équations, des systèmes couplant des équations différentielles ordinaires ou à dérivée partielle avec des processus discrets probabilistes. Et ça nous préoccupe dans nos collaborations, dans le cadre de l'écologie forestière, où on veut étudier la dynamique, l'impact des méga-feux sur la forêt, notamment boréale. Donc, on a publié un article sur ce sujet dans un journal d'écologie, je ne me rappelle plus le titre, où on couple donc un modèle d'EDP déterministe continu qui représente la dynamique de la forêt avec une ou plusieurs espèces d'arbres. Et on couple ça avec un processus probabiliste qui applique, en suivant une loi de Bernoulli, des feux sur notre système, avec une position, une taille et une intensité qui sont aléatoires. Et donc ça, on essaye d'en faire une étude théorique et je vais vous présenter juste après les méthodes qu'on utilise pour faire cette étude théorique, mais on en fait aussi de la simulation en utilisant nos techniques. Et là, je peux vous montrer les résultats qu'on a obtenus avec un stagiaire l'été dernier, où on est capable donc, de simuler l'action des feux sur la forêt. Donc là, c'est une forêt avec une équation simple, avec une seule espèce, où on va regarder, on voit les feux qui apparaissent et qui font disparaître les arbres dans la forêt, et comment la forêt évolue et réagit à ces feux. Et on observe que la forêt se rétablit assez bien lorsque les intensités ne sont pas très fortes. Mais on est capable aussi de mesurer, donc avec une forêt où il y a deux espèces d'arbres, les feuillus et puis les sapins, où on part d'une forêt mixte complètement, et comment l'effet des feux sur la forêt va engendrer une disjonction vraiment entre les espèces, avec une limite très propre entre, là c'est les sapins, les conifères en haut à gauche, et puis plutôt les feuillus en bas à droite. Mais ce qu'on observe aussi en utilisant nos techniques, c'est qu'il reste des enclaves qui sont dues au feu. Lorsqu'il y a des feux, ça crée des enclaves de sapins dans la partie feuillue, et ça crée des enclaves de feuillus dans la partie conifère. Voilà, ça c'est une des choses qu'on fait avec ce modèle. Et la deuxième chose qu'on fait avec ce modèle, c'est d'aller en faire une abstraction en utilisant les automates, donc ce que je vous ai présenté tout au début, où en fait on utilise, donc ici on a l'espace de phase de nos différents systèmes d'équations dérivées partielles. On a des espaces de phase qui correspondent à tous les régimes de paramètres qu'on peut autoriser. Et on a un processus probabiliste discret qui permet de faire changer les valeurs des paramètres, soit les paramètres, soit les conditions initiales. Donc, si c'est les feux de forêt, par exemple, c'est juste qu'à certains moments, dans notre espace, on va remettre à zéro le nombre d'arbres. Si on est en train d'étudier de l'épidémiologie, on l'a aussi utilisé en épidémiologie, on peut considérer qu'ici, c'est les politiques gouvernementales qui vont confiner, déconfiner, qui vont permettre de changer les régimes de paramètres de notre système. Et donc, ce système qu'on essaye d'étudier, ce qu'on en fait, c'est qu'on va abstraire chacun des espaces de phase par un modèle probabiliste qui est une chaîne de Markov, en fait, où on va essayer de mesurer la quantité de trajectoires qui passe d'une case à une autre dans cet espace de phase. Et donc, on va obtenir un ensemble de chaînes de Markov ici, qui sont les abstractions de chacun de nos espaces de phase pour chacun de nos régimes de paramètres. On va modéliser le processus probabiliste comme ce qu'on appelle un contrôleur de ce système abstrait qui permet de dicter au système des changements pour passer d'un régime à un autre. Et de ce côté-là, ce qu'on obtient à la fin, c'est un modèle qu'on appelle un processus de décision markovien qui mélange des probabilités et du contrôle, où on est capable de synthétiser des contrôleurs pour satisfaire des propriétés qu'on aura définies. Et par exemple, si on veut faire de l'épidémiologie, ce qu'on peut vouloir faire, c'est synthétiser
un contrôleur qui permet d'éviter que la maladie se propage. C'est quoi les états de l'automate à droite? J'ai pas compris du coup. Donc, les états de l'automate à droite, en fait, c'est les cases de notre espace de phase. Chaque zone de l'espace de phase correspond à un état de l'automate. Et sur les transitions qui passent de l'un à l'autre, on met des probabilités qui correspondent, en fait, à la mesure de l'ensemble des traces qui permettent de passer d'une case à l'autre. Et donc après, avec nos techniques informatiques, le modèle checking notamment que j'ai présenté au début, on est capable de synthétiser un contrôleur pour garantir une propriété. Et donc dans le cadre de l'épidémiologie, être capable de synthétiser une politique gouvernementale qui permet d'éviter qu'une maladie se propage trop. Donc quand est-ce qu'on doit confiner, quand est-ce qu'on doit déconfiner pour... on peut avoir des choses multi-objectifs pour optimiser certaines variables. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Thomas, tu ne m'avais pas dit quelle durée il fallait que je fasse, alors j'ai fait un truc rapide. Demi-heure, c'est bien vrai. Voilà, et donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous présenter aujourd'hui, c'était qu'on se préoccupe de la modélisation, de l'analyse de modèles aussi dans les autres sciences, et notamment en informatique. Et particulièrement mon équipe, on est un petit peu les seuls en France à faire ça. On essaye d'appliquer ce qu'on fait à des sujets concrets en écologie. Et donc, moi, je suis extrêmement preneur d'interaction pour savoir vers quelle piste je vais et quelles sont les questions qu'on se pose et quels sont les types de modèles qu'on considère. Sachant que, bon, ce qu'on fait, nous, c'est surtout de travailler sur des modèles explicatifs. Donc, on aime bien avoir des modèles en entrée qui sont plutôt mathématiques, donc des systèmes d'équations, des comportements qu'on sait expliquer. Les modèles d'IA, on n'a pas trop travaillé avec encore, mais on va essayer de le faire avec Thomas. Et puis voilà, les perspectives aujourd'hui des travaux qu'on fait, c'est d'être capable d'aller valider des modèles avec le Datascape, et c'est une des perspectives de la thèse de Thomas, et si possible d'aller intégrer un petit peu des modèles d'IA dans ce qu'on fait pour que ça soit plus utilisable en pratique aujourd'hui. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et puis bien sûr je suis ouvert à toutes les questions que vous pouvez avoir. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? Stéphanie, peut-être, et après. Ouais. Oui. Merci beaucoup pour votre exposé et d'avoir essayé de vulgariser ces techniques. Toujours facile. Moi, j'ai deux familles de questions, mais les premières, elles sont plus sur ce que vous appelez le SMC, là. Ouais. En fait, j'ai pas bien compris quel type de modèle il y avait derrière. Si c'était un modèle statistique, si c'était un modèle, quel type de modèle. Et du coup, derrière, il y a besoin de faire du screening sur l'espace des paramètres. Quel genre de méthode vous utilisez pour faire le screening? Est-ce que c'est inhérent, enfin, intégré directement dans le modèle qui est utilisé pour faire le modèle checking? Ou est-ce que c'est du couplage entre des modèles de screening et puis un ajustement derrière? Enfin, j'imagine qu'il y a un ajustement derrière. Et quelles sont les limites en termes de dimension et les problématiques associées à l'identifiabilité de ces paramètres? C'est une excellente question. Donc, les modèles qu'on utilise en entrée, c'était ça, ou c'est les modèles qu'on a à l'intérieur? Les modèles qu'on utilise en entrée, en fait, ce qu'on va rentrer ici, Ça, c'est le modèle à nous. Ouais, ok. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le SMC. C'est quel genre de modèle statistique vous mettez derrière? Il n'y a pas de modèle particulier. On prend l'ensemble des traces qui nous sont rentrées. Donc, l'ensemble des traces, on le prend tel quel, comme un modèle, enfin, comme un ensemble. Et on essaye de mesurer la partie de l'ensemble qui va satisfaire la propriété qu'on veut utiliser. C'est juste une distance entre des traces, c'est ce que vous appelez les traces qui sont du modèle, et puis des observations. Lorsque la propriété, c'est les observations, oui, c'est ça. Alors après, le modèle checking statistique, c'est quelque chose de bien plus général, et donc on peut considérer aussi en informatique, en entrée des automates, et dans ce cas-là, on va mesurer des propriétés qui sont exprimées avec un langage particulier, mais ça revient à la fin au même, parce que de toutes les façons, derrière la théorie, c'est sur l'estimation d'un sous-ensemble d'un ensemble. Donc là, le sous-ensemble, c'est les traces qu'on rentre en entrée par rapport à l'ensemble de données qu'on a à côté, et on va regarder la distance entre deux simulations, deux traces. Mais ouais, c'est pas compliqué du tout derrière, c'est vraiment une théorie statistique sur l'estimation de la taille d'un ensemble, d'un sous-ensemble d'un ensemble. Pour répondre à la première question, pour répondre au screening des paramètres, alors là, les paramètres,
Donc, sur l'exemple des méduses, on avait 8 paramètres inconnus et on testait entre 10 et 100 valeurs par paramètre. À chaque fois, on avait besoin d'un bon millier de simulations pour chaque test. C'est énorme. On n'avait pas filtré, donc ce qu'on a fait, c'est une exploration globale de l'ensemble des paramètres. Qui a un avantage, c'est qu'après, on a les corrélogrammes, mais on peut utiliser des techniques beaucoup plus orientées, comme du MCMC, par exemple, pour aller chercher les valeurs de paramètres optimales avec un gradient, en suivant un gradient et sans explorer l'ensemble de l'espace, parce que l'ensemble de l'espace, nous, pour les méduses, là, la première expérience qu'on a fait, c'était le processus durait 4-5 jours. 4-5 jours de calcul pour obtenir le résultat. Sur les forêts, on avait... Un jeu de paramètres, c'était 4-5 jours de calcul. Alors non, non, l'ensemble du processus. Ah, d'accord. Donc c'est le parcours global de Ok. l'ensemble des paramètres. Pour les forêts, on avait moins de paramètres, mais par contre, on avait beaucoup plus de zones de recherche. Là, c'était de l'ordre de la journée, le temps de calcul total. Il y a d'autres chercheurs en informatique qui ont utilisé des méthodes similaires avec des descentes de gradients. Ça va énormément plus vite, mais par contre, ce qu'on obtient, c'est des optimums locaux, donc on n'a pas de garantie sur l'optimalité de ce qu'on trouve à la fin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, peut-être pas. Euh, Peut-être pas la dernière, parce que là, enfin, la question sur la dimensionnalité, moi, je la vois bien. Je suis plus sur le problème d'identifiabilité, donc parce qu'en fait, quand on va explorer, mais ça rejoint un peu les problèmes d'optimaux locaux, hein. Mais du coup, il y a pas vous n'avez pas développé des stratégies dans ce SMC qui permettent d'explorer un peu plus ces problèmes d'identifiabilité. Permettent aussi, du coup, de revenir après sur le modèle et de mieux comprendre. Mais non, on ne l'a pas fait. Et en fait, nous, on n'a pas de compétences là-dedans, dans mon équipe. Et donc, après, c'est des choses qu'on pourrait faire dans le futur si on travaille avec des gens qui ont les compétences pour aller essayer de faire une boucle rétroactive comme ça qui nous permet d'aller modifier le modèle, peut-être, du coup, ou l'espace de paramètres pour aller plus loin dans l'étude. Mais non, on n'a pas fait encore ça. Avant Nicolas, il y a juste une question en ligne de la part d'Adrien. Sur la calibration optimale des paramètres d'un modèle sur un jeu de données, dans quelle mesure on abîme la capacité de généralisation du modèle? C'est que ça me fait beaucoup penser à de l'overfitting. Oui. Tout à fait. On suppose que les données sont représentatives de suffisamment pour. Mais oui, non, effectivement, c'est un petit peu ce qu'ils font en IA et qu'on appelle de l'overfitting. Ouais, ouais. Si notre modèle n'est pas suffisamment générique et si nos données ne sont pas suffisamment larges pour couvrir l'ensemble des conditions, ben ouais, on va faire de l'overfitting avec cette technique. Tout à fait. Ouais, merci pour l'exposé. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire pour aller sur la deuxième partie, Datascape. Ouais. Parce que j'ai trouvé que l'idée était jolie. Je ne connaissais pas du tout. Mais le trou là qu'il y a, par exemple, dans cet espace, il va être modélisé. Je ne suis pas clair dans mes questions parce que ce n'est pas clair pour moi, mais si les données qu'on a ne sont pas représentatives de l'ensemble. Et puis, en conclusion, tu as dit valider des modèles avec le datascape. Donc, je ne sais plus de quel modèle il s'agissait à ce moment-là. Mais imaginons que les données ne soient pas représentatives du système qu'elles sont censées représenter parce qu'il y a un trou, justement. Toute la topologie qui est là peut n'être Basé sur les données. l'expression d'un trou dans le schéma d'observation. Tout à fait. Et du coup, les mesures de distance, enfin tout ce qui est fait dans cette topologie-là. Et relative aux données qu'on a rentrées au départ. Voilà. Tout à fait. Et à quel moment, alors ce modèle qui est créé en parallèle de ce jeu de données empirique, c'est le modèle de qu'est-ce qu'on modélise? Alors, parce que C'est un peu Et puis après, j'ai vu que tu faisais référence à des distances entre graphes, et j'aurais été intéressé de voir quel type de métrique vous envisagez pour comparer ces graphes, et notamment si ces graphes sont de petits ordres, pour y avoir travaillé un peu dessus. On avait
on s'était heurté à des métriques pertinentes de comparaison de graphes, enfin de distance entre graphes, quand les graphes sont de petits ordres. Ouais. Donc ça fait. Alors, pour la première question, effectivement, lorsqu'on veut valider un modèle avec des données, il faut qu'on suppose que les données sont représentatives et qu'il manque rien dans les données, quoi. Si les données sont biaisées, ben, la validation qu'on a est biaisée aussi. Donc, le datascape en lui-même, si on veut l'utiliser pour valider, il faut qu'on suppose que nos données soient représentatives. Dans le cadre de la thèse de Thomas, il y a des modèles d'IA qui ont été développés par d'autres doctorants qui présentent la trajectoire des oiseaux. Ce qu'on veut faire, c'est essayer de valider par rapport aux données qui sont acquises et en supposant que les données sont représentatives, encore une fois. Donc, d'avoir une dimension différente de la validation des modèles pour dire, on a produit des modèles d'IA avec des techniques d'apprentissage et on les valide d'une autre façon. Mais ça reste par rapport aux données qu'on a et on ne peut pas généraliser. Je veux dire, on ne produit pas de données, quoi. L'espace des données, c'est bien à un individu, enfin, un individu qui peut être une trajectoire dans ce cas-là, est associé plein de variables. À l'ensemble des individus, Donc à l'ensemble des individus sont associés plein de variables. Plein de variables. Chaque point, c'est une mesure. Point de l'ensemble, ouais. Ça va être une mesure qui donne sa position. Alors, on était en train de réfléchir à faire des choses un petit peu différentes avec les dérivés, donc les fragments de sa trajectoire sur un mesure. Mais bien sûr, on suppose que c'est Mode départ. Et pour aller un peu plus loin sur ça, en fait, on est en train aussi de travailler avec donc le consortium Tara sur. Ils viennent de sortir la Tara Polar Station là pour aller mesurer les données en Arctique. Et donc on essaye avec eux d'embarquer des algos qui permettent de construire un datascape avec les données qu'ils sont en train de faire pour essayer d'étudier l'importance des points de mesure qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'à chaque point de mesure, on a un datascape qui est construit. Et à chaque point de mesure, on va aller voir s'il apporte de l'information par rapport au datascape existant. Donc à savoir si le point il est déjà à l'intérieur d'une zone qui est bien dense, où il y a des choses, bon, c'est pas la peine de faire des mesures supplémentaires. Par contre, si on est sur un point qui est à l'extérieur, qui est dans un trou, aller dire, bon, ben là, il faut peut-être aller échantillonner un peu plus, faire des choses pour avoir. Donc, utiliser le datascape comme une représentation justement de l'absence d'information cette fois-ci. En tout cas, essayer d'obtenir une notion de stabilité. Si au bout d'un certain temps, on ne fait plus évoluer le datascape, est-ce qu'on peut considérer qu'on s'arrête là parce qu'on a quelque chose de représentatif? Et moi, j'ai un truc que je n'ai pas compris là. C'est comment tu construis une arête entre deux points? Qu'est-ce qu'une arête, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre deux nœuds? Les plus proches voisins, c'est au sens de la distance euclidienne dans l'espace des données. Donc, si les données sont en 8 dimensions, c'est la racine de la somme des différences absolues entre les dimensions. Qui est donc mis après dans un espace manifold. Voilà, exactement. C'est le principe du manifold, hein, où on va approximer la distance globale localement par des distances euclidiennes, mais en construisant une distance globale qui, elle, suit la topologie de l'ensemble. Et les distances entre graphes? Alors, les distances entre graphes, on ne l'a pas fait encore, donc je ne peux pas répondre. Par contre, là, ce qu'on est en train de faire pour parler de la distance entre deux datascapes, c'est d'essayer d'aller rajouter les points de l'un dans l'autre en calculant l'importance de chaque point qu'on va rajouter. Donc, en gros, on va prendre les points un par un d'un des datascapes, essayer de les ajouter dans l'autre datascape en regardant s'il se situe à l'intérieur ou à l'extérieur, s'il est dans une zone dense ou pas dense, s'il perturbe les distances euclidiennes localement à l'intérieur du datascape, ou les géodésiques localement, s'il impacte fortement les volumes des enveloppes convexes qu'on a dans le datascape, et donc ensuite faire une moyenne de l'importance de chaque point pour dire si les points qu'on a dans un datascape sont importants dans l'autre datascape. Donc là, on ne fait pas de la distance entre graphes, pas de la distance formelle entre graphes, on fait de mesures d'inclusion en fait, d'un datascape dans l'autre avec des métriques comme ça. On a pour projet, on a des équipes qui travaillent sur les graphes, les distances entre graphes, les comparaisons de graphes au laboratoire. Donc, on a pour projet de poursuivre avec eux dans le futur, mais on n'a pas fait encore. On va venir alors. Ça viendra. J'allais prendre le commentaire de Youn, mais je vois qu'elle lève la main. Donc, Youn, tu peux prendre la parole si tu veux. Oui, bonjour, mais ce n'est pas pour dire la même chose. C'est sur ces datascapes hein, que c'est intéressant. Je voulais savoir, ça rejoint un peu la question, mais plus sur l'aspect de quelles variables sont derrière chaque point. Donc, ça, tu as un peu répondu à la question, mais c'est surtout que souvent, si tu veux comparer des biomes, par exemple, c'est les interactions entre les variables
qui vont définir un point. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est plus les variances-covariances dans chaque point qui sont importantes et qui reflètent statistiquement des processus. Et là, tu peux comparer chaque point d'un graphe, tu vois ce que je veux dire? Et pas les variables elles-mêmes. Donc, par exemple, quand tu dis Arctique, Antarctique, OK, peut-être selon certaines variables, température, etc., mais les interactions, les matrices de variance-covariance entre ces variables ne sont peut-être pas les mêmes. Encore moins si tu parles de vivant. D'accord. Oui, faudrait qu'on en parle à tête plus reposée parce que là, je comprends pas très bien. Ah, Excuse-moi. pardon, je n'ai pas été très clair. Bon. Ah non, non, mais c'est aussi que je suis loin du domaine, alors. David, tu avais une question? Oui, oui. Bon, j'ai deux petites questions. Une, c'est sur ce Datascape. Si j'ai bien compris, il y a un paramètre à choisir qui est le nombre de proches voisins. Nombre de voisins, oui, tout à fait. Et j'imagine, juste en regardant ce graphe, ta notion de distance peut changer assez drastiquement en fonction du nombre. Et donc, comment choisir ce nombre? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est plus dans le sens de ce qui a été dit. Genre, quand on a des modèles statistiques et on veut estimer des paramètres, on passe par des systèmes un peu comme ça. Mais là, on a un cadre théorique très, très clair sur exactement quelle fonction il faut optimiser pour trouver des paramètres qui sont les plus proches aux données. Et moi, je me demande, dans ce contexte beaucoup plus ouvert, où c'est un peu toi qui décide qu'est-ce que c'est la fonction que je vais optimiser, il n'y a pas un risque de biais, genre qui ont choisi, qui ont vu cette propriété de modèle, mais peut-être on rate plein d'autres propriétés de modèle qui sont intéressantes. Pour répondre à la deuxième question, oui, tout à fait, il y a un risque. Et là, c'est le modélisateur. Enfin, c'est un travail en fait où on va essayer de trouver les propriétés et les métriques les plus pertinentes qu'on va avoir. Mais oui, on peut rater des choses, bien entendu. Après, les techniques qu'on connaît de l'état de l'art qui marchent, bah, on n'est pas sûr qu'on rate pas quelque chose quand même aussi. Sur les plus proches voisins, alors c'est un des paramètres donc, du Datascape. Il y a des études théoriques qui permettent de calculer le nombre de plus proches voisins qui va au mieux préserver les propriétés topologiques de l'ensemble. Et ça dépend de l'ensemble. Donc en fait, c'est des choses qu'il faut faire sur chaque ensemble de données qui sont très coûteuses. Et donc, on ne peut pas le faire à chaque fois. Par contre, ce qu'on a observé, nous, sur les ensembles de données, on a testé sur quelques-uns, c'est qu'une valeur de K entre 8 et 12, on va dire, autour de 10, ça marche plutôt bien à tous les coups. Et donc, nous, quand on fait nos études, on le fait avec K égale 10. Il n'y a pas de garantie derrière, mais c'est une valeur qui marche bien. Alors après, ça dépend vraiment de l'ensemble de données, ça dépend de la densité, ça dépend de l'hétérogénéité de l'ensemble de données aussi, sur la densité notamment. Là, si on n'est pas sûr, on peut faire l'étude théorique, mais c'est compliqué. Ce cas 10, ça m'a un peu étonné parce que, c'est pas comme exemple qui on donne là, si on prend cas 10, c'est Vous voyez, voilà. Et donc K10, ça marche si l'ensemble, c'est pas un tout petit ensemble. C'est-à-dire qu'il faut voilà, des grands ensembles de données. Sinon, ça marche pas. Mais bon, par contre, pour montrer à l'écran, quand on prend K10, c'est pas représentatif. Oui. Ouais, bah, déjà, je voulais dire, vous n'êtes pas seul. Parce que on fait aussi du modèle checking en écologie. D'accord. J'ai fait ma thèse en agroécologie, écologie, avec des modèles des réseaux de Petri que tu connais, j'imagine, avec CTL du coup, mais pas en probabiliste. Et du coup, j'essaye de retrouver mes petits dans ce que tu fais. Je n'arrive pas à voir où est le système de transition. Est-ce que c'est les traces qui sont transformées du coup? Non. Alors, quand tu fais du modèle checking statistique, il n'y a pas de système de transition. Ok. En modèle checking statistique, ça n'a de modèle checking que le nom, parce qu'en fait, on fait des simulations qui nous permettent d'avoir des ensembles de traces, et c'est ça qu'on étudie. Et donc, le modèle, ça peut être une boîte noire, c'est pas un automate forcément, c'est une boîte noire. Après, si on veut faire, on a fait aussi des travaux sur le modèle checking statistique paramétrique, où dans ce cas-là, on va essayer de sortir non pas une valeur, mais une fonction des paramètres. Ça, pour l'instant, on ne sait le faire que si le modèle, c'est une chaîne de Markov, et donc où les traces, elles sont faites avec, enfin, voilà, comme en CTL. C'est quoi un modèle de transition, juste pour comprendre la question? C'est un graphe juste
Il représente les états et les transitions entre les états. Voilà. Les modèles possibilistes dont on avait parlé, présenté par Cédric Gauchel. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est enfin, l'espace des états avec les transitions, c'est ce qu'on appelle le graphe de transition C'est une éthique. matrice de transition pour passer d'un état à un autre. Ouais, bah, si c'est une chaîne de Markov le modèle, oui, c'est ça. Ok. Euh, Et alors, ça, c'est pour le modèle checking statistique. Par contre, dans la dernière partie, donc là, dans le datascape, c'est pareil, il n'y a pas d'espace d'état, il y a pas de modèle dynamique, en fait, ici, c'est juste une représentation des données. Par contre, dans le dernier que j'ai présenté, le couplage là, des équadifs et tout, ben, on fait de l'abstraction et on obtient un système de transition comme une abstraction de notre modèle. D'accord. Donc là, à droite, là, c'est des processus de décision markoviens, des chaînes de Markov. Il est étiqueté avec les probabilités, du coup. Étiqueté avec les probabilités qu'on mesure dans la phase intermédiaire ici, on va étudier diagramme de phase, et on va aller mesurer, notamment en utilisant du modèle checking statistique, le passage d'une case à une autre. D'accord. Ok. Ouais. Et alors, juste, j'avais une deuxième truc, parce qu'en fait, la synthèse de modèle ou l'inférence, c'est des choses qui se font en réseau booléen, Tout à fait. en biologie depuis un bail. Et, et du coup, eux, ce qu'ils peuvent rajouter éventuellement comme contrainte pour éviter cet overfitting, c'est par exemple une contrainte de parcimonie, de minimalité du modèle, D'accord. qui permet d'avoir peut-être un modèle certes, qui couvre l'ensemble des données, mais qui en même temps conserve une certaine taille pour éviter cette surajustement, quoi. D'accord. Voilà, bon, c'était peut-être une idée que je balance comme ça. On pourra en discuter en dehors, ouais, avec plaisir. C'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé avec des gens qui faisaient du modèle checking appliqué. Ouais. Et l'inférence de modèle, je sais que ça existe, j'ai des collègues qui en font, et notamment, on commence des travaux sur À ça. Bordeaux, on l'abri, en fait. Voilà. Mais j'ai pas encore interagi avec. Merci. Est-ce qu'il y a une question en ligne ou une question ici dans la salle? Non. Pas de question en ligne? Non, mais moi, je veux bien faire une proposition, c'est de t'inviter aux prochaines réunions du réseau Mexico. Que je connais pas, mais oui, avec plaisir. Réseau Alors, du coup, recherche nationale qui bosse sur l'exploration de modèles complexes. D'accord. Et donc, avec des approches mixtes statistiques et informatiques. Et, Un rapport, parce qu'il y a une équipe INRIA qui s'appelle Mexico, non, INRIA Paris. Mais- non. Ok. alors, du coup, j'ai une question, elle est très courte. Mais le mot calibration et analyse de sensibilité, tu le mets jamais? Enfin, c'est pas dans. Oui, je l'ai mis un peu au début parce qu'on a utilisé le SMC là, pour faire de l'analyse de sensibilité sur notre modèle de Méduse au début. Pardon, j'avais pas vu. Mm. Ok. Et paramétrisation, calibration, ça se ressemble un peu. Et puis, C'était un peu et c'est pas l'analyse de sensibilité au sens où elle est faite classiquement. C'est une analyse de sensibilité différente. Oh, j'en ai encore une. Eh ben, merci beaucoup encore, Benoît. Plaisir. Et à demain pour le deuxième séminaire exceptionnel. Et merci aux personnes connectées. Il y a un message. Faut faire se rejoindre ces communautés. C'est bon.